Mido benumi do yaelo e dijon bene sintanji boy you know dai do dans Homer dit. Cette série va se terminer en 3 vidéos portant sur les lieux à visiter au Bénin du nord au sud avec d'autres petits détails. La vidéo précédente nous parlait du royaume de Niki et celle-ci nous parlera bien évidemment de notre royaume voisin. Il s'agit du royaume de Ouida, encore appelé Gléroué, qui signifie maison des forêts. Le royaume de Ouida est l'un des royaumes historiques du Bénin, marqué par sa richesse culturelle, son rôle dans le commerce atlantique et son héritage culturel et religieux. Son origine remonte en fait au niveau du XVIIe siècle, bien que ces terres soient habitées bien avant cette époque par des populations autochtones, principalement des Aïzo et d'autres différents clans animistes. Le royaume a émergé grâce à une fusion de ces différents groupes, c'est-à-dire les autochtones et les migrants qui sont venus d'autres régions voisines comme le royaume d'Alada et le territoire Yoruba. Selon les différents récits historiques, le fondateur de Ouida serait Passé et qui est en fait un prince qui aurait établi la base politique et spirituelle de Ouida en le transformant en un centre culturel et religieux. Aujourd'hui, Ouida est connu pour son patrimoine culturel et historique, notamment par rapport au temple de Python, à la route des esclaves, à la porte de Norotou, etc. Et les nombreux vestiges nous rappellent son rôle dans le commerce atlantique. Là, je viens de vous parler brièvement de tout ce que je vais détailler par rapport au royaume de Ouida. Et comme d'habitude, vous voilà devant votre écran de téléphone, d'ordinateur ou bien même de télévision pour me regarder raconter l'histoire de mon pays. Avant de continuer, vous savez déjà la chanson. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On parlera encore de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière, avec des thèmes qui ne plairont pas à tout le monde. Si vous êtes dans le cas, oui. Aussi, je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue. Et ce que je raconte aujourd'hui a été raconté avant moi et le sera après moi. Il y a sûrement des parties qui seraient erronées à cause du temps. Donc, si vous remarquez qu'il y a ça dedans, permettez-moi de nous permettre de savoir ce que vous pensez qui est juste. Voilà. Petit village situé au sud-ouest du Dahomey, Ouida est également connu sous diverses appellations telles que Ouida WIDA, Juda, Adjuda pour les Portugais, Fida pour les Hollandais, Ouida pour les Anglais et finalement Ouida, OUIDA pour les francophones. Le nom Ouida est utilisé en fait par les fonds d'Abomey pour désigner les premiers habitants de ce territoire qui étaient les premiers habitants de la région entière. Ils étaient d'origine Adja et s'étaient installés au niveau du 15e siècle sur les rives du lac Ayémé où leur principale activité était la pêche et parfois même l'agriculture pour certains. C'est cette dimension agricole qui a inspiré en fait le deuxième nom qu'ils ont donné plus tard, Gléroué, qui signifie en fait maison des champs, Gléroué. Le nom Gléroué est composé de Glé qui signifie maison, Houé, genre qui s'écrit en deux façons différentes. Après, comme vous connaissez bien l'écriture fond, c'est W-E accent. Et Houé, quand tu veux l'écrire simplement en le francisant, bah c'est H-O-U-E accent. Et qui signifie champ dans la langue, le champ, là on laboure dans la langue fond. Sous la conduite de leur chef Aroro, les Oueda vont fonder le royaume de Oueda de Saré avec pour capitale Savi, ou encore appelé par les francophones Xavier, situé à environ 8 km de Ouida à la fin de la première moitié du XVIe siècle. Bien que l'histoire de ce royaume reste encore peu documentée, on a plusieurs autres versions de la création de Ouida, Gléroué. La tradition orale va situer la fondation de Gléroué à l'époque du roi Passé, comme j'ai dit précédemment, 1550-1670, qui est successeur du roi Aroro de Saré. Et selon les récits qui dominent, en fait, ils disent que Passé aurait établi une ferme nommée Gléroué, c'est-à-dire maison des champs, au sud de Saré, qui aurait donné son nom à la future ville, connue comme Gléroué Passé Tomé. Et d'autres versions vont attribuer l'origine de Gléroué à un personnage nommé Glé, alors que Gléjean, c'est le champ, sauf si vraiment la personne s'appelait comme ça, où ils évoquent en fait des populations antérieures comme les Rois, les Guins, les Aïzons, qui ont fréquenté en fait le site avant l'arrivée des Oueda. Toutefois, on a aussi une hypothèse qui lie le nom du roi Passé, qui est resté plus plausible, et bien qu'elle propose en fait une question qui a rapport à la langue et tout, car en fait le nom est en fond, donc pas forcément quelqu'un ça vient pas forcément d'un humain qui s'appelait comme ça. Si on maintient l'histoire qui dit que c'est le roi Passé qui a fondé le royaume de Gléroué, cette petite histoire aurait sa place. Du coup, sous son règne, un paysan nommé Paté va apercevoir pour la première fois un navire européen au large de la côte, parce qu'ils habitaient tous le long de la côte à cette période-là.
Intrigué, il fit signe avec un pas échangeur comme ça, attirant donc une barque de marins portugais. Cela va marquer le premier contact entre le royaume de Gléhoué, ou de Ouida même, et les Européens. Et pris de panique face à cet étranger qu'il voit arriver depuis la mer, il va crier en fond « Ozo, Ozo, Ozo diagué, Ozo diagué !» En fait, ça veut dire « Au feu, au feu !» Le feu est sur la côte, le feu est sur la côte, pour désigner en fait les hommes blancs, parce que c'était pratiquement la première fois qu'ils voyaient des hommes blancs. Conduits à Savie auprès du roi, les premiers Portugais reçurent un accueil très chaleureux, conformément à nos traditions. Et le souverain va lui offrir des vivres et des cabris en signe d'hospitalité. En échange, le visiteur va offrir au roi divers objets tels que des tissus, des miroirs et d'autres pacotilles. En fait, il y avait ça qui nous attirait parce qu'on ne voyait pas le miroir. En plus de cet échange initial, le roi va lui permettre de s'établir et de commencer son commerce avec le royaume. Par la suite, d'autres Européens, notamment les Anglais, les Hollandais, les Français, vont suivre les Portugais. Les différents échanges commerciaux vont se développer très rapidement et vont se concentrer progressivement sur le commerce des esclaves, alimenté par des guerres interethniques. Et ce commerce va permettre au royaume de Savie de connaître en fait un essor économique assez fulgurant. Cependant, les Européens vont installer à Savie, vont commencer à critiquer la lenteur et les risques qui sont associés aux différents transports de leurs marchandises depuis la plage jusqu'à la capitale. Et pour pallier à ces différentes difficultés, ils vont obtenir du roi l'autorisation de construire finalement des entrepôts qui seront très surveillés sur la rive nord de la lagune. Cette initiative va donc accélérer la croissance de Gléhoué, encore appelé Ouida bien sûr. Malgré tout, Savie va conserver en fait son statut de ville sacrée et de capitale politique, mais va le perdre progressivement puis définitivement au profit de Ouida. Ce développement rapide et spectaculaire du royaume de Savie et surtout de la ville de Ouida va susciter l'envie du royaume d'Abomey, un royaume frère moins favorisé en raison de son enclavement et de l'absence d'accès direct à la mer. Quand on situe Ouida et qu'on situe Abomey, franchement, Ouida est vers la mer. Et du coup, quand les gens venaient, ils venaient. Ce n'est que eux qui voyaient que les autres étaient loin. Donc, même si les autres font du commerce là, ils doivent passer par Ouida. Obliga forcé. Donc, par jalousie et ambition, en 1727, les fonds d'Abomey vont s'installer en grand nombre à Ouida sous le règne de Agadja, qui va conquérir le royaume Ouida de Savie par une ruse, car il était mécontent de payer des frais de douane aux habitants du bord de la mer pour les marchandises reçues d'Europe. Il va donc tuer le dernier roi, Hunfort, marquant ainsi la fin de l'indépendance du royaume de Savie et fit de Ouida la façade maritime du royaume d'Abomey. Cette ville va devenir alors le port principal de la côte du golfe du Bénin. Et par la suite, il va accueillir également les commerçants Nago et Aoussa en provenance du Nigeria. La traite négrière fut indéniablement la principale activité économique à Ouida et la clé de son développement, comme je l'ai dit plus tôt. Et les différents esclaves qui ont été vendus à Ouida n'en étaient pas originaires, mais y avaient été amenés depuis l'intérieur des terres. Si vous suivez les autres vidéos, vous saurez de quoi je parle. Ils étaient constitués de différents prisonniers de guerre qui ont été capturés par les États, principalement le Dahomey, après 1725, ou soit des individus qui ont été achetés plus loin à l'intérieur des terres et qu'ils avaient pu être vendus plusieurs fois d'un marchand à l'autre, avant d'atteindre Ouida. C'est genre, imagine, on t'achète au nord. Non, on t'attrape au nord. Et vers Savalou comme ça. Non, Savalou c'est trop. Niki, on te vend. Après, on te prend encore. On t'amène vers, je vais dire, Kétou, c'est trop en bas là. C'est là, on va arriver à Savalou, ça va Savalou comme ça. On te vend, on te revend. Jusqu'à... Hey! Ouida devient donc le port clé de la traite négrière et abritait plusieurs forts européens, dont anglais, portugais, français, etc., servant au commerce des esclaves. Les archives du fort Williams témoignent de l'intégration entre Européens et populations locales avec des communautés diversifiées et des pratiques culturelles mêlant traditions locales et influences européennes, notamment la religion qui était le christianisme. La majorité des esclaves qui étaient capturés étaient envoyés au Brésil et aux Antilles pour la majeure partie. Et après l'interdiction de la traite des esclaves au niveau du 19e siècle, Ouida va se tourner vers le commerce d'huile de palme, mais va continuer à utiliser une main-d'œuvre esclavagiste locale. Genre ceux qui... Tingré.
La ville conserve donc un riche patrimoine culturel avec des monuments comme la porte du non-retour, le fort portugais, le fort français, la forêt sacrée de Passé et le temple de Python. Elle célèbre chaque 10 décembre la fête de Vodun pour renforcer l'importance de la culture et de l'histoire de cette religion-là. Malheureusement, l'incendie volontaire du fort portugais causé par ces derniers occupants après leur expulsion par le premier président de la République du Dahomey, Hubert Maga, en 1960 va entraîner en fait la perte de nombreuses archives. Ces documents, en fait, ils auraient pu nous offrir des données très précieuses pour des recherches historiques et nous quantifier, en fait, l'ampleur du commerce dans cette ville-là. Parce que ça a commencé par les Portugais. Les Portugais ont bien pris avant que les autres ne viennent. Mais donc, nous, des minutes beaucoup, Wida, si, dans l'impiambi. Et notre chaîne. Nous voilà à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Il reste encore au moins 2, 3, 4 vidéos comme ça. Et ça sera bientôt la fin. Tenez bon! Mais c'est plutôt à moi de me dire de tenir bon. À très bientôt pour d'autres voyages dans le passé.